Donc en fait, on aimerait maintenant montrer un critère plus fort. Un critère plus fort parce qu'il nous en reste un des groupes. Alors le critère, ça va être le suivant. Critère 3. Donc soit j'ai un groupe fini, hein, un groupe fini, soit j'ai un groupe fini, tel que l'ordre de G est égal à P puissance alpha fois Q. Alors si P puissance alpha ne divise pas Q moins 1 factoriel, alors G n'est pas simple. Et ça va être un critère très fort, et ça va nous rajouter plein de groupes non simples. Donc maintenant, on peut rajouter du coup tous les groupes d'ordre P puissance alpha fois Q, où Q moins 1 factoriel n'est pas divisible par P puissance alpha. Donc là, on peut programmer aussi un algorithme qui liste tous ces groupes-là. Donc, je vais pouvoir le prendre. Donc, je l'ai appelé Q factoriel. Q factoriel. Et je vais regarder 239 toujours. Voilà. Donc là, ça va nous donner beaucoup de groupes. Par exemple, là, dans notre liste, il y a 24. Prenons par exemple 24. 24, c'est 2 fois 12. 12, c'est 2 fois 6. Et 6, c'est 2 fois 3. Donc la décomposition en facteur premier de 24, c'est 2 puissance 3 fois 3. Donc il est bien d'ordre P puissance alpha fois Q, où alpha est égal à 3. Et Q moins 1 factoriel, qui est égal à 2 factoriel, qui est égal à 4, n'est pas divisible par P puissance alpha, qui est égal à 6. Hein, puisque 6 ne divise pas 4. Donc par exemple, 24 respecte bien ce critère, donc il est dans notre liste. Il est non simple. Tous les groupes d'ordre 24 sont non simples. Et donc là, on a une liste assez grande qu'on va pouvoir rajouter dans notre tableau. Cette fonction fait appel à une autre fonction qui s'appelle Q factoriel seul. Et ça va juste faire un test si notre groupe est Q factoriel ou non. Donc par exemple, si je mets Q factoriel seul, où là je mets mon 24, donc mon P ça va être 2. C'est un exemple. Hein. Alpha ça va être 3. Et Q ça va être 3. Donc là je liste le groupe d'ordre 24. Et là ça va me renvoyer la réponse 1 si mon groupe il respecte les conditions du critère et 0 sinon. Donc par exemple 56, hein, il n'est pas dans notre liste, donc normalement il doit afficher 0. Il ne doit pas répondre aux hypothèses du critère. 56 c'est 7 fois 8, et c'est donc 7 fois 2 puissance 3. Notre alpha c'est quoi? C'est 3. Notre P c'est 2. Et notre Q c'est 7. Donc là normalement, notre fonction Q factoriel seul doit afficher donc 0, puisqu'il ne respecte pas les hypothèses du théorème. 3 et 2. Voilà. Et donc notre fonction Q factoriel fait appel à cette fonction pour tester si là, si ça égale à 1, bah on le met. Et sinon, on ne le met pas. Donc on va les rajouter dans notre liste. Donc retour sur le tableau. Donc j'ai copié ce que le programme m'avait rendu et là je vais les coller.
Donc je vais rajouter dans une autre couleur, donc en bleu. Donc je vais les appeler les groupes Q factoriels. Ça va être plus facile, hein. Les groupes Q factoriels, c'est les groupes qui respectent le critère qu'on va prouver tout de suite après. Q factoriel. C'est comme ça que j'avais noté ma fonction. Donc je vais les noter comme ça. Donc je vais les rajouter en bleu. Voilà, donc j'ai rajouté en bleu, hein, les groupes Q factoriels, hein, donc ce sont les groupes qui respectent le critère. Et bien sûr, je ne les ai pas tous rajoutés puisque j'en avais déjà, hein. L'intersection entre les groupes P auto simples, les groupes dont l'ordre est de la forme PQR et les groupes Q factoriels, l'intersection de ces trois ensembles, hein, si je définis l'ensemble des verts, des rouges et des bleus, n'est pas vide, hein. Et en tout cas, j'en ai rajouté, hein. Donc j'en ai rajouté, donc c'est bien. Donc on va prouver ça. Donc la preuve. Donc on se donne un G, en soit j'ai un groupe tel que l'ordre de G est égal à P puissance alpha fois Q, et P puissance alpha ne divise pas Q moins 1 factoriel. Et on va noter NP, toujours, hein, le nombre de P silo. Ok. Donc par le deuxième théorème de Silo, par le deuxième théorème de Silo, NP divise Q. Et il est congru à 1 mode P. Ok. Si NP divise Q, alors on a deux possibilités. Soit NP est égal à 1 ou soit est égal à Q. Et aussi NP il est congru à 1 mode P. Donc ce qui respecte bien. Et NP il est congru à 1 mode P. Bon, on va supposer deux choses. Si, donc il y a deux cas possibles. Si NP est égal à 1, on a fini. Hein, ce unique P silo est normal danger. Deuxième cas, si NP est égal à Q. Alors on va voir que c'est absurde de supposer ça, mais on va le montrer. Donc on va faire en fait agir G sur l'ensemble des P silo, hein, un peu comme la preuve des théorèmes de Silo, par conjugaison. Donc c'est une action de groupe, hein. Je vous renvoie, c'est une action. Je vous renvoie à la preuve, je l'avais montré dans la preuve, hein. CF, deuxième théorème de Silo. C'est bien une action de groupe. Et cette action de groupe, hein, une action de groupe de G sur X, donc là G sur SL de P de G, induit toujours un homomorphisme de G dans S de X. Où S de X est l'ensemble des bijections de X dans X. Hein, l'ensemble, le groupe symétrique sur X. Donc induit un homomorphisme phi, où phi, il va de G dans S de SL avec P,
Ok? Et ça, c'est isomorphe à S indice Q, puisqu'on suppose hein, que le nombre de P silo est égal à Q. Ok, ça induit cet homomorphisme, où je prends mon petit g, hein, je vous rappelle que les actions de groupe, ça induit toujours un homomorphisme, où là, maintenant, c'est une fonction qui va donc de x dans x, donc là, mon ensemble, c'est l'ensemble de mes P silo, qui prend un P silo et qui le conjugue. Ça va être ça, mon application. Ok? Voilà. Donc, en fait, pourquoi ça, c'est isomorphe à SQ hein, c'est assez clair parce que S de SLPG, c'est quoi? C'est le groupe symétrique, hein, c'est l'ensemble des bijections de x dans x. Donc c'est l'ensemble tel que f est bijectif. Et donc en fait, je sais pas, j'ai 1 jusqu'à Q silo, vu que j'en ai Q, hein, ça c'est l'ensemble de mes P silo. Et pour à chaque fois qu'ils sont tous conjugués entre eux par cette application. Donc ils vont bouger, ils vont permuter par cette action. Donc je sais pas, avec Q, je vais pouvoir, il va exister un G qui va me faire permuter ça avec celui-là. Donc ça va être une bijection. Mais je vais les indicer en fait. H1, je vais l'associer à 1, etc. H2, je vais l'associer à 2. Et jusqu'à HQ, je vais l'associer à Q. Donc ça va bien être... c'est bien égal. Hein. Ça, c'est bien isomorphe à SQ. Moi, c'était juste pour dire ça. Je vais le dire juste une fois. Vu que mon ensemble est fini, ça revient à avoir S de X comme S indice la cardinalité de X. Voilà. Donc il induit un homomorphisme. Et on va voir que cet homomorphisme a pour kernel un kernel non trivial. Donc montrons que ker de phi n'est pas réduit au groupe trivial. Ok? Et là, si on monte ça, ben, on aura gagné. Enfin, on aura presque gagné. Vu qu'on aura montré que, vu que ker de phi est toujours un sous-groupe normal, hein, on a toujours ça. Il n'y aura plus qu'à montrer que ker de phi n'est pas égal à G. Et ça, on va le voir, c'est vrai parce que mon action elle est transitive. Mais ça, peut-être que je vais le dire après. Donc déjà, on veut montrer ça. Ok, qu'il n'est pas trivial. Donc on va supposer par l'absurde. Supposons par l'absurde qu'il l'est. Que ker de phi est égal à l'ensemble qui est réduit. Donc si ça c'est réduit à l'ensemble vide, ker de phi est trivial, ça implique que phi est injectif. Hein, quand le kernel il est trivial, mon application est injective. Ainsi, s'il est injectif, je peux réduire mon application à son image et je peux voir G comme l'image du morphisme. Que hein, G est donné par l'image du morphisme. L'image du morphisme, c'est juste un sous-groupe de SQ, toujours. Hein, je rappelle que j'ai un morphisme phi de G dans SQ, qui est injectif, je le réduis à son image. L'image de phi est un sous-groupe de SQ. Ok? Et donc, je peux... G, hein, qui est rien d'autre que le cardinal de G, qui est rien d'autre que le cardinal de l'image, hein, divise le cardinal de SQ, qui est égal à Q factoriel. Mais le cardinal de G, hein, je rappelle, c'est P puissance alpha fois Q. P puissance alpha divise Q factoriel.
Q factoriel, c'est Q fois Q moins 1, jusqu'à 4 fois 2 fois 2 fois 3 fois 1. Donc en particulier, P puissance alpha fois Q divise Q moins 1 factoriel. Hein. Il divise tout ça, en particulier. Donc, ça implique que P puissance alpha divise Q moins 1 factoriel. Mais ça, c'est impossible. Parce qu'on avait supposé dans notre critère que P puissance alpha ne divise pas Q moins 1 factoriel. Hein. Donc, contradiction. Donc, quart de phi n'est pas réduit à l'élément neutre. Donc, après avoir montré que le noyau, le kernel était non trivial, il faut quand même qu'on prouve qu'il n'est pas égal à G. Hein, je rappelle, on veut montrer que G n'est pas simple. On avait soit deux possibilités pour le nombre de P-silo, soit il est égal à 1 et à ce moment-là il n'est pas simple. Et s'il est égal à Q, il faut qu'on montre qu'il ne l'est pas non plus. Donc on avait défini une action de groupe de G sur l'ensemble des P-silo de G. Et ça induisait un homomorphisme de G dans le groupe symétrique à Q éléments. Et on avait montré que, vu que le kernel de cet homomorphisme était toujours un sous-groupe distingué de G, il faut plus que prouver que le kernel n'est soit pas réduit au groupe trivial, et qu'il ne soit pas réduit au groupe lui-même. Donc, montrons que le kernel n'est pas égal à G lui-même. En fait, ça c'est clair puisque en fait l'action G sur l'ensemble des P-silo de G est transitive. Donc en fait, ça veut dire que si pour tout P et Q différents, un des P-silo, ça c'est parce que en fait elle est transitive par le deuxième théorème de Sylow. Hein, il existe un G tel que je peux passer de P à Q par la conjugaison. G, P, Q, G-1. Hein, de cette façon, donc, l'action de groupe qui induit, l'homomorphisme qui est induite par l'action de groupe n'est forcément pas trivial. Donc, phi qui va de G dans SQ n'est pas trivial. Ainsi, le kernel de phi constitue un sous-groupe normal propre de G. Donc, ker de phi est normal dans G. Enfin, surtout, il est différent de G. C'est surtout ça la raison. Voilà. Et donc, il existe... Et donc ainsi, il existe un sous-groupe normal propre de G tel que n n'est pas égal à G et n n'est pas égal à l'élément neutre. Où là, n, c'est le kernel. Voilà. Ce qui prouve le critère 3, que tous les groupes finis de cette forme ne sont pas simples, avec le cardinal P puissance alpha fois Q, et tel que P puissance alpha ne divise pas Q-1 factoriel. Donc on va se retrouver sur la vidéo pour... voilà.
Avant d'établir un critère plus fort, je vais déjà montrer deux propositions. Donc la première proposition, ça va être la troisième proposition en fait, de notre série de vidéos, proposition 3. Donc soit G un groupe fini, et P un premier. Alors si, et on va noter le cardinal de G comme P puissance n fois S, toujours. Alors si le cardinal de G ne divise pas le nombre de P silo factoriel, alors G n'est pas simple. Alors comme preuve, donc on va prouver la preuve. Alors NP, je rappelle, c'est le nombre de P silo. Alors si NP est égal à 1, on a fini. Ce unique P silo constitue un sous-groupe normal propre de G, et donc G n'est non simple. On a fini. Ensuite, si NP est différent de 1, alors à ce moment-là, on va faire comme pour la preuve précédente, on va faire agir G sur l'ensemble des P silo de G par conjugaison. Et cette action de groupe, c'est bien une action de groupe. Encore, je vous renvoie à la preuve du deuxième théorème de Sylow. Elle induit un homomorphisme de G dans S de l'ensemble des P silo de G. Donc dans le groupe symétrique sur l'ensemble des P silo de G. Par G qui est envoyé sur la fonction qui va de l'ensemble des P silo de G dans l'ensemble des P silo de G et qui prend un P silo et qui le conjugue. C'est la même opération que pour notre action de groupe. Ça induit cet homomorphisme. Et ça, on rappelle que c'est isomorphe à S indice le nombre de P silo. Ça, je l'avais expliqué dans la proposition, dans le critère précédent. Et puisque l'action agit sur l'ensemble des P silo par conjugaison et qu'elle est transitive, de manière transitive, cet homomorphisme n'est pas trivial. Forcément, elle n'est pas envoyée que sur l'identité, puisqu'elle est transitive, puisque les P silo sont conjugués par le deuxième théorème de Sylow. Donc on peut les envoyer sur deux P silo distincts. Donc là, c'est pas envoyé sur l'identité. N'est pas trivial. Ainsi, puisqu'elle n'est pas triviale, je vais dire que le quart de phi n'est pas égal à G lui-même. Parce que si elle l'était, si notre homomorphisme était trivial, quart de phi serait égal à G lui-même. Tous les éléments de G seraient envoyés sur l'identité. Et pour montrer qu'en fait, on a forcément aussi que quart de phi, alors on va montrons que quart de phi n'est pas non plus égal au groupe trivial. Et si on monte ça, on aura gagné, parce que le quart de phi constitue toujours un sous-groupe normal dans G. Et on aura gagné. Donc on suppose par l'absurde. Supposons
par l'absurde qu'il l'est, hein, qu'il est trivial. Donc, phi est injectif. Donc, si je restreins l'image de phi est isomorphe à G. Hein. Je peux voir G comme juste l'image du morphisme. Et donc, G est un sous-groupe du groupe symétrique sur le groupe à NP éléments. Donc, par le théorème de Lagrange, G divise NP factoriel. Et ça, c'est impossible puisqu'on suppose dans notre proposition que G ne divise pas NP factoriel. Donc ainsi, le kernel n'est pas trivial. Il n'est non plus pas égal à G puisque notre homomorphisme n'est pas trivial non plus. Et ainsi, quart de phi constitue un sous-groupe normal propre de G. Et comme ça, on montre qu'il n'est pas simple. Donc on a montré cette proposition. Et maintenant, il y aura juste un corollaire de celle-ci. Alors, juste un corollaire. Alors, si je me donne soit G un groupe, fini, tel que son cardinal est égal à P puissance alpha, Q puissance bêta, avec alpha et bêta deux entiers naturels, et PQ des premiers, hein, ça sera toujours des premiers, les P et Q, je vais toujours les noter comme des nombres premiers. Alors si l'ordre de G ne divise pas P puissance alpha, ou que l'ordre de G ne divise pas Q puissance bêta, alors G est non simple. Ok. Donc là, je vais le montrer. Donc, preuve. Donc pareil, on se donne un groupe fini d'ordre P puissance alpha, Q puissance bêta. Et donc on va supposer l'un des deux. Donc supposons par exemple que l'ordre de G ne divise pas Q puissance bêta. Et on doit montrer qu'il est non simple. Après, ça, sans restreindre la généralité, ça sera la même chose, hein, de supposer ça ou ça. Donc si on montre ça, on a fini. Si on montre ça, implique ça, on a terminé. Alors, par le deuxième théorème de Sylow, hein, deuxième théorème de Sylow, hein, on a quoi? On a que le nombre de P Sylow divise Q puissance bêta. Hein. Le nombre de P Sylow divise Q puissance bêta. Ça veut dire quoi diviser une puissance d'un nombre premier? Ça veut dire que c'est aussi une puissance d'un nombre premier, mais inférieure à celle-ci. Donc il existe gamma appartenant à 0, 1 jusqu'à bêta, tel que NP est égal à Q puissance gamma, hein, qui est inférieur à Q puissance bêta. Et là, je vais juste utiliser une toute petite propriété. Hein. Si A et B sont deux antinaturels, et A est inférieur à B, alors A factoriel divise B factoriel. Ça, je peux vous laisser vous en convaincre tout seul. Donc, puisque j'ai Q puissance alpha qui est inférieur ou égal à Q puissance bêta, et que la factorielle est une fonction croissante, donc ça c'était une petite parenthèse que je vais utiliser. Hein. Enfin, plutôt là je vais juste utiliser cette propriété sur Q et puissance alpha et Q puissance bêta. Donc,
q puissance alpha factoriel est inférieur ou égal à q puissance bêta factoriel. Okay. Divise q puissance bêta factoriel. Hein? Ainsi, puisqu'il divise, il existe un entier naturel k. Toujours dans les positifs, hein, vu qu'on parle de cardinal, je ne vais pas dire entier relatif. Tel que q puissance bêta factoriel est égal à k, cet entier, fois q puissance alpha factoriel. Hein. Ça, c'est vraiment la définition de la divisibilité. Et G divise par hypothèse q puissance bêta, qui est égal à q donc forcément l'ordre de G ne divise pas q puissance alpha factoriel. Hein. Si l'ordre de G divise un nombre et puis l'autre, alors il divise son produit. Et là, c'est exactement la contraposée. Si l'ordre de G ne divise pas le produit, alors il ne divise pas l'un des deux. Et ça, c'est rien d'autre que NP factoriel. Et par le lemme, puisque G ne divise pas NP factoriel, G n'est pas simple. Par le lemme, par la proposition 3. Donc, par la propre 3, G n'est pas simple. Voilà. Et grâce à ces cette proposition et ce corollaire, je vais pouvoir énoncer le critère numéro 4. Alors, pour tous les groupes, d'ordre, donc 2 points, je vais énoncer les ordres. 2 puissance alpha fois 3 avec alpha plus grand que 1. 4 fois 3 puissance bêta avec bêta plus grand que 1. Et 8 fois 3 puissance bêta avec bêta plus grand que 1. Alors, ces groupes sont non simples. Donc là, on aura un critère assez fort qui va nous lister encore plus de nombres non simples, parce qu'ils sont de cette forme. Alors en fait, c'est facile, hein, ça va juste découler du corollaire. Donc par exemple, pour donc tous les groupes d'ordre cette forme, ils sont non simples. Donc par le corollaire, par exemple, si je note ça, je note 1, ça, je note 2, ça, je note 3. Alors 1G, il est de la forme 2 puissance alpha fois 3 avec alpha plus grand ou égal à 2. Hein? En fait, on a bien, dans ce cas-là, on a bien que 2 puissance alpha fois 3 est plus grand que 3 factoriel. Hein, puisque alpha est plus grand ou égal à 2. Hein. Si alpha est égal à 2 au minimum, on aura 4 fois 3, 12, c'est plus grand que 6. Et donc, l'ordre
puisque ne divise jamais 3 factoriels. Hein? Et là, si je pose par exemple P égale 2 dans ma proposition, dans mon corollaire, P égale 2, le alpha je laisse, et Q puissance bêta, bah, c'est juste 3 puissance 1. Q puissance bêta, c'est 3 puissance 1. J'ai bien que l'ordre de G ne divise pas Q puissance bêta factoriel. Donc G est non simple. Donc par le corollaire, G est non simple. Et vous pouvez vérifier aussi, hein, pour 2 et 3, que ça sera bien le cas. Donc on va voir hein, on va programmer tous les groupes d'ordre cette forme, et on aura une classe bien plus grande d'exemples de groupes non simples. Alors là, du coup, grâce aux critères que je viens de montrer, je vais pouvoir rajouter beaucoup de groupes d'ordre une certaine forme donnée. Donc tous les groupes d'ordre 2 puissance alpha fois 3, avec alpha supérieur ou égal à 2, seront non simples. Pareil, tous les groupes d'ordre 4 fois 3 puissance bêta, avec bêta supérieur ou égal à 2, seront non simples. Et de la même manière, tous les groupes de la forme 8 fois 3 puissance bêta, avec bêta supérieur ou égal à 2, seront non simples. Donc je vais pouvoir rajouter tous les groupes de cette forme. Donc je vais pouvoir les prendre. Donc 269 toujours, parce que je veux savoir tous les groupes strictement d'ordre inférieur à 240. Donc là, en plus, ça affiche le programme déjà la liste de tous les... là, ça affiche la liste de tous les nombres qui ont été ajoutés avec ce critère. Donc, par exemple, il y a 72. Hein, et à chaque fois, ça affiche avec quelle forme elle a été ajoutée. Donc, 72, ça a été ajouté avec la forme 8 fois 3 puissance bêta. Hein, puisque 72, c'est 8 fois 9. Et donc 8 fois 3 puissance 2. Et mon bêta est bien égal ou supérieur à 2, vu que là il est égal à 2 en particulier. Donc là, dans notre liste, on va pouvoir rajouter tout cela. Et je crois qu'il va juste nous rapporter les groupes d'ordre 72, vu que les autres, on les avait déjà par les autres critères. Donc là, j'ai copié ce que le programme m'a rendu et je vais les rajouter. Alors, coller. Donc on avait ça. Et je vais les colorier, les groupes de cette forme qui respectent le critère, en jaune. Et dans la légende, je vais dire qu'ils sont de la... Je vais noter critère 3. Non, critère 4, c'était critère 4. Critère 4. Voilà, donc je vais les colorier. Je vais bien vérifier, mais je crois qu'on va juste rajouter 72. Mais je vais quand même vérifier. Donc voilà. Donc c'est bien, le critère 4 nous rajoute bien juste 72. Donc c'est pas un critère puissant, mais peut-être que ça va nous rajouter, si on voulait faire des groupes plus gros, ça nous aurait rajouté plus de groupes à ordre près. Alors là, on va montrer encore un critère plus puissant qui va lister plus de nombres. Donc je vais l'énoncer. Critère numéro 5 cette fois. Alors soit j'ai un groupe tel que l'ordre de G est égal à 2 fois M avec M plus grand que 1. Et M est impair.
alors G n'est pas simple. Donc ça va être un critère encore très puissant qui va nous lister encore plus de nombres qui sont pas simples déjà dans notre tableau. Et enfin, on va pouvoir rajouter notre dernier critère, donc tous les groupes qui sont de la forme 2 fois M avec M impair. Donc je vais le faire. Et j'ai appelé la fonction groupe multi-impair. Donc pareil, on va tester pour 239. Voilà. Et donc tous ces nombres-là sont de la forme 2 fois M avec M impair. Donc on a listé tous les nombres entre 0 et 239 qui sont de cette forme. Par exemple, 6, c'est 2 fois 3. Et 3, c'est un nombre impair. Par exemple, 10, c'est 2 fois 5. Et 5, c'est un nombre impair. Et par la proposition que je vais montrer juste là, hein, tous les groupes d'ordre, cette forme, seront non simples. Voilà. Et là, ça va nous rajouter une classe d'exemple beaucoup plus importante. Donc avant de montrer la proposition, hein, je vais rajouter ce critère dans notre tableau, hein, le fait que tous les groupes d'ordre 2 fois M avec M impair sont non simples. Donc je vais copier ce que le programme m'a rendu, je vais coller ce que le programme m'a rendu, et je vais rajouter tous ces groupes, tous les groupes d'ordre de cette liste dans mon tableau. Donc je vais rajouter en rose tous les groupes dont l'ordre est égal à 2 fois M avec M impair. Donc le rose, ça va être le critère 5, hein, on l'avait appelé le critère 5. Critère 5. Hop. Donc je vais les colorier en rose, et puis ça va en rajouter plein. Donc voilà, hein, ça en a rajouté 3, 90, 150, 210. Tous les groupes d'ordre 90, 150 et 210 sont non simples par le critère 5. Si j'avais oublié tous les groupes d'ordre 233, ils étaient dans le groupe Q factoriel, hein. J'avais oublié j'avais oublié de noter tous les groupes d'ordre 233 dans la fonction. Donc je vais les rajouter, finalement je vais les rajouter aussi. Et en fait là je vais vous montrer une preuve qui ne demande pas de savoir les théorèmes de Sylow. Donc sans utiliser Sylow. En fait on utilise une autre opération. On va faire agir G sur lui-même, cette fois par translation, à gauche. Par translation à gauche. 1, je rappelle, ça va être mon groupe. G, ça va être aussi mon ensemble qui va être envoyé dans mon ensemble. Je vais prendre un élément de mon groupe, un élément de mon ensemble, et je vais juste l'envoyer sur G fois X. Ça, c'est une action de groupe. Et on va noter, hein, cette action, elle est quoi? Elle est fidèle. Ça veut dire quoi? Cette action est fidèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le seul élément qui fixe tous les éléments de notre groupe, de notre ensemble, I, bah c'est juste E. Hein? Le seul élément de G qui fixe tous les éléments de X, hein, où là c'était de X, et l'élément neutre. Donc ça veut dire que si Gx est égal à X, alors forcément Gg est égal à E. Ça c'est clair puisque je peux multiplier à droite par l'inverse de X. Et vu que X est un groupe, cet inverse existe et ça fait l'élément neutre. Hein? Ainsi, cette action, elle induit un homomorphisme injectif de G
dans le groupe symétrique sur G, qui est rien d'autre isomorphe à S indice 2M, puisqu'on suppose que la cardinalité de G était égale à 2M, qui envoie G sur une fonction qui va de G dans G, qui prend un élément X de G, qui l'envoie sur Gx. Hein? Et ça, c'est injectif. Si vous ne le voyez pas, bah vous avez juste à écrire la définition du Ker. Hein? Ker de phi, c'est égal à quoi? C'est égal à l'ensemble des G dans G qui donne l'identité. Donc l'identité d'une fonction, c'est ça. L'identifié pour une fonction, c'est ça. Et ça, puisque mon action, elle est fidèle, la seule fonction qui fait ça, c'est pour G est égal à E. Donc ça, c'est l'ensemble qui est réduit à l'élément neutre. Donc Ker est trivial. Donc l'homomorphisme est injectif. Voilà. Donc on va montrer dans un premier temps. Montrons. Je rappelle, j'ai un homomorphisme G dans S indice 2M. Donc, je vais juste le mettre là. Injectif. Injectif. Dans le groupe symétrique à 2M éléments. Ok. Montrons que le groupe alterné de degré 2M intersecté avec G est un sous-groupe normal de G. Mais en fait, ça, c'est assez clair. En fait, j'ai juste énoncé peut-être un petit lemme que je vais encadrer comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord que je ne vais pas montrer parce que c'est plutôt clair. Si G est un groupe, et que K est un sous-groupe de G, avec N un sous-groupe normal de G, donc là j'utilise des notations différentes, j'énonce un lemme. Alors, si j'intersecte mon sous-groupe normal avec n'importe quel sous-groupe de G, donc là en particulier K, ça reste un sous-groupe normal de N. Ça, c'est juste un peu par définition, on peut prouver ça facilement, par définition d'être un sous-groupe normal. Et puisque en fait mon application G dans S de 2M est injectif. Ouais, tout à fait, ouais. Je veux savoir pourquoi t'es venu me déranger en fait. Je savais pas que... Je savais pas que quoi. Je continue. Est injectif. Donc ça veut dire que je peux considérer G maintenant comme l'image. Donc ça implique que G, je peux le voir juste comme l'image du morphisme de G dans le groupe symétrique à 2M éléments. Donc je peux voir G comme des permutations maintenant. Ainsi, si j'applique ce que j'ai encadré là, avec N égale l'image de phi, donc G, et K, le groupe alterné d'ordre de 2M, je vais rappeler peut-être que c'est après, et ben j'ai que N intersecté avec K, ou plutôt que l'image de phi intersecté avec 2M est un sous-groupe normal de N, donc l'image de phi. En rappelant que l'image de phi est isomorphe à G, donc je peux voir G comme l'image du morphisme, j'ai plus que G inter A 2M, qui est un sous-groupe normal de G. Donc c'est ce que je voulais montrer. Où je rappelle que A2M, c'est défini en fait comme Ker d'un morphisme, que je vais appeler tilde. Et c'est le morphisme tilde qui va dans S de 2M, qui part de S de 2M et qui va dans l'ensemble moins 1, 1, qui est donné par la signature. Donc il prend un élément, donc une permutation, et qui est donné par la signature de cette permutation. Et c'est le Ker de ce noyau.
c'est le caire, c'est le noyau de cet homomorphisme phi tilde. Et donc si je réécris les choses, on peut le voir d'une manière équivalente. C'est l'ensemble des permutations dans S2M, tel que phi tilde, par la permutation, est envoyé sur l'élément neutre de cet ensemble, donc 1, ou de manière équivalente, c'est l'ensemble des permutations dans S2M, tel que tilde est un produit paire de transposition. Transposition. Donc voilà, on peut le voir aussi de cette manière-là. Juste pour rappeler. Donc on a bien ça. C'est ce qu'on voulait montrer. Et ensuite, ça, G intersecté avec le groupe alterné à 2m, de degré de M, je vais le définir comme H. Ça va être un sous-groupe de G. Sous-groupe normal de G. Donc je rappelle, hein, j'ai défini H comme G intersecté avec le groupe alterné de degré 2m. Et puis j'avais montré que H était un sous-groupe normal de G. C'est la partie 1 de ma preuve. Et maintenant, la partie 2, je vais montrer que l'indice de H dans G est égal à 1 ou 2. Donc j'ai montré que l'indice de H dans G est égal à 1 ou 2. Alors pour cela, je vais considérer un autre homomorphisme que j'avais introduit tout à l'heure. C'est l'homomorphisme que j'avais appelé phi tilde, qui va de le groupe symétrique de degré 2m dans moins 1 et était donné par la signature d'une permutation. Et ça, je peux voir que c'est juste isomorphe à z sur 2z, puisqu'en fait, tous les groupes d'ordre 2 sont isomorphes entre eux. Et donc, je peux considérer juste le groupe à 2 éléments quelconques comme le groupe cyclique d'ordre 2. Et aussi, je rappelle que j'avais mon homomorphisme phi qui va de G dans S de 2M. Attends. Déjà, phi tilde, c'est un homomorphisme. Et phi aussi. Et donc, en fait, je vais pouvoir composer phi avec phi tilde. Donc, si j'appelle xi la composition des deux homomorphismes, donc G dans S de 2M et S de 2M dans Z sur 2Z, et ben, je vais pouvoir les composer entre eux, donc phi et phi tilde. Donc, xi, je vais le définir comme phi tilde rond phi. Voilà. Et puisque la composition de deux homomorphismes est un homomorphisme, xi, c'est aussi un homomorphisme. Donc j'ai réussi à construire un homomorphisme de G dans Z sur 2Z. Et là, je vais utiliser le premier théorème d'isomorphisme. Donc, par le premier théorème d'isomorphisme, n'importe quel homomorphisme induit un isomorphisme, si je quotiente par le kernel. Alors, il existe xi bar, un isomorphisme entre G quotienté par le kernel de xi dans l'image de xi. Donc si je dessine mon diagramme, j'aurai G, je
vais quotienter G par mon kernel, donc par xi. Là, j'avais mon homomorphisme xi de base qui allait dans z sur 2z. Et je sais que cet homomorphisme induit un isomorphisme xi bar et qui va dans l'image de xi. Dans l'image de xi. Mais en fait, là, je sais que l'image de xi, c'est juste z sur 2z, hein, puisque mon application phi tilde est surjective. Hein. La signature est surjective. Donc, si je compose une application surjective par une application quelconque, elle sera toujours surjective, ma composition. Donc, vu qu'elle est surjective, il existe juste un isomorphisme G quotienté par le kernel de xi dans l'image de xi. Mais en fait, c'est quoi le kernel de xi? Bah, c'est juste AN. Hein, par définition, du coup, là, A2M. Hein, par définition, parce qu'en fait, le kernel de cette application, c'est le groupe alterné à deuxième élément, par définition. Hein. C'est comme ça qu'on le définit. Mais puisque phi est injectif, alors le ker de xi, ça sera aussi le groupe alterné à 2m éléments. Hein, pourquoi? Vous pouvez peut-être vous en convaincre par un diagramme à patate. Si là, vous avez z sur 2z. Donc il a juste deux éléments. L'élément neutre et un autre. Je vais mettre A, E et A. Ok. Là, vous avez le groupe symétrique à 2m éléments. Et là, vous avez G. Alors là, il y a phi. Là, il y a phi tilde. Et xi, c'est juste la composition de phi avec phi tilde. Alors, et phi est injectif. Donc là, j'ai plein d'éléments. Hop. Il n'est pas surjectif, hein. J'ai mis juste un élément en plus pour dire qu'il n'est pas surjectif. Et après, on va dire que le groupe alterné à deux... Donc là, bien sûr, phi tilde, elle n'est pas injective. Donc, puisque le kernel de phi tilde, c'est A2M, là, dans mon dessin, le kernel, c'est ce que je colorie en rouge. Mais puisqu'il est injectif, le kernel, regardez, tout ce qui est envoyé sur l'élément neutre de xi, ça va être le même. Donc c'est aussi le kernel de xi. Ok. Donc en somme, on peut construire un isomorphisme du groupe quotient G sur le groupe alterné à d'ordre de M dans Z sur 2M. Donc, il existe xi bar tel que xi bar dans G sur le groupe alterné d'ordre de M dans Z sur 2Z est un isomorphisme. Voilà. Et en fait, comme le groupe quotient de G sur H est un sous-groupe de G sur A de M, qui est isomorphe à Z sur 2Z, alors H, hein, je rappelle, c'est juste, là vous allez juste le voir, hein, pourquoi c'est un sous-groupe du groupe quotient G sur A2M, c'est juste G, je rappelle, c'est le groupe intersecté avec G
et le groupe A2M. Donc le groupe alterné d'ordre de M. Et donc ça veut dire, hein, par Lagrange, que l'ordre de G sur H, donc qui est juste l'indice de H dans G, divise l'ordre de Z sur 2Z, qui est 2. Donc, hein, l'indice de H dans G, puisque 2 est un premier, est égal à 1 ou 2. On a montré ce qu'on voulait. Et là, on va montrer qu'il est forcément égal à 2. Donc en troisième partie, montrons que l'indice de H dans G est égal à 2. Et là, on aura fini, puisque tout sous-groupe de G dont l'indice de H dans G est égal à 2 est un sous-groupe normal dans G. Hein, ça, on peut s'en convaincre facilement. Est un sous-groupe normal dans G. Et donc, ainsi, il constitue un sous-groupe normal propre de G. Et donc, G est non simple. Alors, pour montrer ça, on va supposer par l'absurde qu'il n'est pas égal à 2, donc il est égal à 1. Donc, ad absurdo. Supposons que l'indice de H dans G est différent de 2. Donc, supposons, par l'absurde, que l'indice de H dans G est égal à 1. Hein, puisque les deux seuls choix possibles, c'est 1 ou 2. Donc, si on suppose qu'il n'est pas égal à 2, il est égal à 1. Donc, on va montrer que ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire quoi? Que l'indice de H dans G est égal à 1. Ça veut dire que G égale H. Donc, G égale H. Je rappelle, H, c'est juste G intersecté avec le groupe alterné d'ordre 2M. Donc ça veut dire que, ça implique que G intersecté avec le groupe alterné d'ordre 2M est égal à G. Hein? Et donc ça veut dire que pour toute permutation dans G, donc à chaque fois que je parle d'un élément de G, je parle d'une permutation, puisqu'en fait on peut identifier G à l'image du morphisme du groupe symétrique d'ordre de degré de M dans du morphisme. Donc ça veut dire que pour toute permutation dans G, hein, je parle de permutation puisque je peux identifier G à l'image du morphisme. Hein, morphisme de groupe de G dans le groupe symétrique de degré de M. Hein, et si je prends la signature de cette permutation, c'est égal à 1. Hein, puisque G intersecté avec le groupe alterné à 2 d'ordre de M est égal à G. Donc tout élément dans G est aussi dans, par définition d'intersection, et aussi dans le groupe alterné de degré de M. Donc si je regarde son image par la signature, il est égal à 1, vu que c'est juste le Kerr de l'homomorphisme qui est donné par la signature, le groupe alterné d'ordre de M. Et en fait, ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il existe en fait un élément dans G. Il existe un élément dans G. Je prends donc tel que cet élément est d'ordre 2 par exemple. Hein, je prends un élément dans G qui est d'ordre 2. Et bien, si je regarde l'image de cet élément par la signature, il est égal à -1. Et donc, c'est pas pour tout, donc on a une contradiction. Alors, je vais montrer pourquoi. Si je reprends, s'il est d'ordre 2, donc il est un produit de transposition disjointe. Donc, la permutation est un produit de transposition disjointe. Ça, c'est forcément le cas. Hein. Si un élément est d'ordre 2, une permutation qui est d'ordre 2, c'est forcément un produit de transposition disjointe. Et en fait, je pourrais écrire ma transposition donc comme ça, comme un produit de transposition disjointe, où je mets AI
et AI plus 1, avec I qui est distinct de I plus 1. C'est pour dire qu'elles sont disjointes, puisque je prends un élément d'ordre 2. Et en fait, ça va être un produit aussi de M transposition. Donc I va aller de 1 à M. Pourquoi? Parce que mon action phi est injective. Phi est injective. Donc de manière équivalente, ça veut dire que mon action de groupe qui agit de G sur le groupe symétrique à de M éléments est fidèle. Donc il ne possède pas de point fixe. Donc par exemple, ces genres de permutations, donc là jusqu'à 2M, en fait, il ne peut pas exister qu'une seule... Ça n'existe pas vu qu'il ne possède pas de point fixe. Il est obligé de faire bouger tout le monde. Ma permutation, elle est obligée de faire... Ma transposition, ma permutation, elle est obligée de faire bouger tout le monde. Donc, mes M éléments. Donc vu que c'est un produit de transposition, mais de M éléments. Donc vu que c'est un produit de transposition, c'est un produit de M éléments. M transposition. Et puisque en fait M est impair, par hypothèse, donc mon élément, donc ma permutation est produit de transposition impair, donc par définition de la signature de ma transposition, de mon produit de transposition, est égale à moins 1. Donc c'est pas possible, hein. Cette phrase, elle n'est pas possible, puisqu'il existe une permutation dans G qui a pour signature moins 1. Donc contradiction. Donc pourquoi c'est une contradiction? Parce qu'on avait supposé que G est égal à H. Donc G est différent de H. Donc ça implique que l'indice de H dans G est différent de 1. Et donc que l'indice de H dans G est égal à 2. Et ainsi, H constitue un sous-groupe normal de G propre et G est non simple. Donc voilà, pour achever la démonstration, on a montré que tout groupe de cardinalité de M avec de M impair était non simple. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste? Ben, en fait, on peut programmer aussi dans notre fonction les groupes qui va nous rester. Donc si je vais tester pour 239, donc là, ça liste... là, c'est juste la fonction qui fait appel à tous les critères. C'est juste ça. J'ai rassemblé tous les critères et donc on a cette liste de groupes non simples. Et là, la fonction affiche aussi une série de ce qui nous reste. Alors, il nous reste quoi à vérifier? Il nous reste si les groupes d'ordre 56 sont non simples, si les groupes d'ordre 60 sont non simples, si les groupes d'ordre 111 sont non simples, si les groupes d'ordre 120, 132, 144, si les groupes d'ordre 168 sont simples ou non, et si les groupes d'ordre 180. Et ça, c'est difficile. Hein, ce sont des cas un peu récalcitrants qu'on n'arrive pas à déterminer avec des critères. Donc là, le 1, il doit être non simple. Je ne sais pas pourquoi ça s'est affiché. Hein, c'est le groupe trivial, mais ça doit être une petite erreur de l'algorithme. Mais les autres, en tout cas, hein, ce sont des cas récalcitrants qu'on ne peut obtenir avec aucun critère. Hein, puisque les preuves sont assez longues et assez complexes pour pouvoir déterminer si là, un groupe est non simple ou non, d'ordre de données, par exemple 180, de déterminer si un groupe d'ordre 180 est non simple ou non, c'est assez compliqué. Et c'est difficile de prouver qu'il est non simple. Et bien sûr, dans cette liste, il y aura peut-être, on va le voir, hein, des groupes simples.